Les pays de l'AES ne feront jamais de cadeau à la France. La France ne fera jamais de cadeau à ces pays. Et je reviens sur un débat constant, une position constante, l'unité. L'AES est parti, ce n'est plus un débat. Mais au moins, il faut en tenir les très bonnes relations. Il faut souder, je parle de l'Afrique. Et c'est dommage. Aujourd'hui, forcément, un pays comme le Maroc, qui est très influent au Sahara, l'Algérie va aussi s'imposer au niveau du Sahara, mais de la bande des trois frontières. La France, qui essaie aussi de son côté de diviser. De l'autre côté, la Russie, à quand vraiment cette Afrique unie, prospère. Malheureusement, aujourd'hui, si on se dit que le Tchad, qui à un moment était pressenti pour intégrer l'AES, finalement s'éloigne. Le Bénin, qui offrait son port, maintenant se trouve en difficulté avec. Je crois que, au risque de décevoir beaucoup de téléspectateurs et surtout ceux qui sont sur le plateau, c'est ma conviction, la seule alternative qui vaille, c'est l'unité des États. Mais alors, on est bien loin de ça, Abdou. On est très bien loin. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro en compagnie de nos chroniqueurs. Bonsoir Tchambel. Bonsoir, merci de cette invitation. Bonsoir Brima. Bonsoir. Bonsoir Abdou. Bonsoir Carly. Et en duplex, bonsoir à Jean-Yves. Bonsoir Carly. Monsieur le général d'armée Abdourahmane Tiani est arrivé à Alger ce dimanche 15 février où il a été accueilli par son homologue le président Abdelmadjid Tebboune. Tchambel, de manière symbolique, que représente cette visite? Oui, vous parlez du Niger, c'est le pays de Sarawinia Mangou, la reine panthère. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi le Niger de l'AES, de l'Iptako Gourma et des Gao. C'est vrai que la visite, on dit une visite d'amitié et de travail. Mais il faut rappeler quand même que cette visite a été précédée par la visite du ministre algérien du pétrole à Niamey. Bon, visite d'amitié et de travail, on concentre sur les faits économiques. On oriente vers un retour de l'Algérie dans le Sahel. Et c'est vrai que ce pays aussi qui a quelques kilomètres, 451 kilomètres de frontière avec le Niger, est en perte, pour ne pas dire de vitesse, par rapport à son dossier sahraoui, et donc il se rapproche un peu des États du Sahel. Sans compter que la pomme de discorde, c'était l'attaque de ce drone. Vous dites quoi, l'Algérie en perte de vitesse, à votre avis? Par rapport à son dossier du Sahara. Sur le dossier du Sahara, c'est le Maroc qui a la main. Ça, c'est inéluctable. Il a presque enterré le dossier. Mais l'Algérie reste quand même le seul pays qui a eu comme base arrière le Mali pour sa lutte de souveraineté. Bon, ce n'est pas la question, mais c'est vrai que cette question-là, on ne peut pas faire économie de collaboration globale avec les États de l'AES. Vous avez été surpris par cette visite, vous, ou vous y attendez d'un moment à l'autre? C'est à la demande de l'Algérie, il faut le préciser. C'est l'Algérie qui a invité le président Tchani à venir. Bon, il libre à lui d'accepter ou de ne pas accepter, mais il l'a accepté, il a répondu par politesse. Mais attention, ce qui est avancé du côté de Niamey quand même, c'est ce travail ce projet de gazoduc, c'est également cette question de réouverture de la frontière, on rappelle, de ce port sec à Agadez. Ça, c'est purement l'économie qui domine. Mais la géopolitique et la géostratégie ne sont pas loin. Est-ce que Tchani va un médiateur par rapport à la crise de Bamako? La question est là. En tout cas, silence radio du côté de Bamako. Première apparition du général Tchani en boubou, il a laissé le treillis. Il y a tout un symbole autour de cette visite, Brahima, vous qui analysez les discours. Oui, effectivement, bon, c'est vrai que la posture fait partie aussi du discours. C'est vrai qu'on l'a vu, pour une fois, il n'est pas en tenue militaire, effectivement. Et comme Tchambel l'a dit, je crois qu'il faut quand même essayer de contextualiser cette visite-là. C'est-à-dire que c'est à la demande de l'État algérien, donc que la visite s'inscrit dans ce cadre-là. Et autre chose qu'il faut souligner aussi, parce qu'on entend souvent des revirements, mais il faut quand même reconnaître qu'il n'y avait pas un différend direct entre l'Algérie
et le Niger. C'est-à-dire que les différends qui avaient eu lieu, c'était dans un cadre plus global de l'AES. Donc, lorsque l'armée algérienne a abattu le drone malien, c'est en ce sens, et compte tenu aussi de la cohérence diplomatique au sein de l'AES. Donc, un certain nombre de décisions avaient été prises, notamment le rappel des ambassadeurs. Mais ce n'était pas un incident direct entre l'Algérie et le Niger. Donc, est-ce qu'on peut réellement parler de revirement quand on sait que les différends n'étaient pas directement, et surtout qu'il s'agit d'une visite bilatérale, c'est-à-dire que le président nigérien ne se rend pas en Algérie au nom de l'AES, mais c'est au nom de son pays. C'est difficile de distinguer aujourd'hui. Oui, c'est difficile de distinguer. Après, il faut quand même reconnaître que c'est au nom de son pays, ça se comprend. Maintenant, deuxième élément qu'il faut peut-être souligner, ça aussi on entend souvent, c'est-à-dire que est-ce qu'il s'agit d'une certaine incohérence au sein de l'AES, c'est-à-dire que bon, tout le monde connaît les relations tendues entre le Mali et l'Algérie. Et dans ce contexte-là, est-ce que le Niger, je pense que oui, parce que quand on voit un peu les dossiers qui sont à l'ordre du jour, j'ai l'impression qu'il s'agit plus des choses à l'interne, c'est-à-dire que des questions économiques, comme Tchambel l'a souligné, cette question des ports secs, Agadez, etc., la route transsaharienne aussi, il était question. Parce que ça aussi, il faut le comprendre, parce que je crois que le Niger a fait preuve aussi d'un certain pragmatisme diplomatique, et cela se comprend. Parce que vous savez, les relations diplomatiques ne sont pas une science exacte. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu cet incident donc, de drone que les choses ne vont pas s'améliorer dans les jours à venir. Et aussi, on connaît, pour terminer, les relations entre le Niger et le Bénin. Parce que jusqu'ici, le Niger avait accès au port du Bénin. Donc, le Niger étant un pays continental, le seul pays avec lequel il avait accès directement, c'était à travers le Bénin aussi. Tout le monde connaît les relations tendues entre le président Tchani et Talon. Donc, je pense que c'est par pragmatisme aussi qu'il se dirige un peu vers l'Algérie. Et j'ai l'impression qu'au fait, au sein de l'AES, chacun a son adversaire principal. Le Mali, c'est l'Algérie, le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire, le Niger, c'est le Bénin. Oui, non, mais on peut effectivement dire ça. Et surtout, quand je dis qu'il n'y a pas d'incohérence, parce que vous savez que le Mali a accueilli il y a quelques jours un haut cadre américain donc, qui était en visite au Mali. Et tout le monde sait aussi les conditions dans lesquelles les militaires américains ont quitté le Niger. Est-ce que le Niger aurait pu prendre cela comme une sorte, entre guillemets, de trahison de la part du Mali? Je ne pense pas. C'est-à-dire que c'est des pays qui sont engagés au sein de l'AES, mais qui ont aussi des agendas propres sur le plan national. Je pense qu'il faut en tenir compte. C'est une nouveauté. Là, je me tourne maintenant vers le juriste aussi en droit international. Quand on sait que l'AES a vocation à parler, je dirais, d'une seule voix, on peut le dire, avec... Vous pouvez me contredire, mais bon, c'est l'impression que j'ai. Est-ce que là, on n'a malheureusement pas un tournant aussi diplomatique? Alors, il faut dire qu'avant de parler de fédération ou de confédération, on parle d'abord de pays. Qui parle de pays parle de souveraineté. Donc, les États parlent d'abord et avant tout en leur nom. Rien de nouveau, le général de Gaulle l'avait dit il y a très longtemps, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et cette visite répond à une certaine opportunité. C'est du pragmatisme diplomatique, c'est de l'intelligence situationnelle tout simplement, et une situation qui arrange les deux parties, et même l'AES, j'y reviendrai. Le Niger ne peut pas être aussi dans un bloc AES un peu isolé. L'Algérie lui offre beaucoup de possibilités, notamment sur le plan du pétrole. Algérie, grand producteur de pétrole, qui fait partie de ce fameux État, de ce bloc des fameux États pétroliers. Algérie qui a une certaine technologie, là où le Niger aussi doit exploiter son pétrole, son gaz. On parle de redémarrage des travaux du gazoduc avec le Nigeria. Donc, beaucoup d'opportunités et plus opportunistes encore, où l'Algérie qui quand même saisit cette opportunité au moment où il y a des tensions entre la France et le Niger par rapport à l'exploitation de l'uranium, au moment où il y a une crise profonde, le terrorisme, et ainsi de suite. L'Algérie quand même a une très grande expérience à ce niveau. Et surtout, ça coïncide à une période où l'Algérie, qui traditionnellement misait sur une solution du tout militaire, est en train d'opérer un virage à 100 degrés, de l'économie plutôt au militaire maintenant. Et je ne peux pas m'empêcher d'évoquer son voisin marocain. Il est connu pour sa diplomatie économique, une diplomatie même souvent très agressive, depuis 2017 notamment. L'Algérie est en train vraiment de comprendre que
les ressources naturelles sont épuisables et qu'on ne peut pas se baser sur une économie de rente à 90% basée sur le pétrole et le gaz. Et depuis 2017, notamment en 2022, l'Algérie a triplé ses exportations, ces exportations, surtout en diversifiant ses exportations, ce qui représente 2% de son PIB, ce qui est considérable. Donc l'Algérie a profité aussi de cette opportunité pour à la fois se positionner comme un pivot stratégique, là où les autres partent, les Américains, les Français, d'abord sur le plan du renseignement, sur le plan sécuritaire, mais surtout sur le plan économique, en offrant au Niger, au Mali et au Burkina des ports secs, surtout de la technologie. Donc je crois que c'est du pur réalisme. Et moi, je vois surtout une ouverture prochaine de dialogue, de discussion avec le reste des pays de l'AES. Justement, vendredi, le ministre du pétrole était au Burkina. Ouais. Et très prochainement, je crois que le Mali n'a pas aussi intérêt à s'isoler davantage. On y viendra. Donc, c'est vraiment du réalisme, c'est de l'opportunisme pur et dur. C'est ça aussi. Brima n'est pas très certain comme vous. Jean-Yves. Oui, comme il a dit tout à l'heure, en fait, il y avait une délégation algérienne conduite par le ministre d'État Mohamed Al-Kaf qui s'était rendu au Burkina, donc c'était toujours dans cette même coopération-là, je crois, avec l'État burkinabé. Donc aujourd'hui, depuis lundi, on a eu cette visite-là aussi du président nigérien. Donc je veux dire, c'est toujours dans cette même lignée-là, c'est toujours dans le même processus que l'Algérie s'inscrit aujourd'hui. Et surtout que lorsqu'on regarde au niveau du Sahara, on voit qu'en fait, lorsque le Sahara occidental avait été marocanisé, ça avait permis au Maroc de prendre un pas, pour ne pas dire même un grand pas sur l'Algérie dans cette bataille-là. Donc aujourd'hui, je pense que l'Algérie commence aussi à se rendre compte que il va falloir qu'eux aussi, de leur côté, ils essaient de tisser, pour ne pas dire des relations bilatérales avec ces différents pays de l'AES, pour ne pas être en marge. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'ils se sont positionnés aussi avec ces différentes délégations et puis cette invitation du président nigérien qui est aussi venu avec une importante délégation. Et je vais dire, pour continuer sur cette même lignée-là, lorsqu'on regarde là, en fait, aujourd'hui, c'est pas en fait un positionnement qui se fait seulement du côté de l'Algérie, mais aussi du côté du Niger. Il y a aussi une grande partie, pour ne pas dire un avantage à ce genre de plus se rapprocher de l'Algérie. Parce que lorsqu'on regarde au niveau des frontières, la frontière sud jusqu'à l'est, aujourd'hui, avec les discours de Tiani qu'on a pu observer ces dernières semaines où il parlait de la France, où il indexait directement la France de pouvoir mettre en place une stratégie pour pouvoir déstabiliser, pour ne pas dire pour pouvoir renverser son pouvoir. Lorsqu'on regarde tout le sud, on voit que ce sont que des alliés de la France. On a notamment le Bénin, on a le Nigeria et on a eu un rapprochement aussi avec le Tchad qui, je rappelle qu'il y a de cela plus d'un an où on avait le discours comment il s'appelle, Idriss Déby Itno qui disait par exemple, c'est-à-dire qui s'indignait des propos de Macron, mais aujourd'hui c'est ce même Idriss Déby là qui a ce rapprochement avec la France. Ce qui explique aussi les différentes tentatives de sabotage du mouvement patriotique pour la libération, pour la liberté, je crois, et la justice, conduite par Kounaï Moussa, qui par moment mène des actions de sabotage et leur base arrière est le Tchad. Donc aujourd'hui, on voit que le Tchad, le Nigeria et le Bénin sont des alliés de la France. Et lorsqu'on regarde dans cette même mouvance-là, on se rend compte que il reste l'Algérie et après les pays de l'AES. Donc, le Niger se dit quelque part qu'il y a une stratégie du côté de la France de vouloir encercler le Niger, c'est-à-dire isoler le Niger et à la suite de ça frapper. Et lorsqu'on analyse encore comment on appelle ça, le discours de Tiani, je pense qu'on aura la possibilité de revenir là-dessus. Il a dit la France au Nigeria, par exemple, a eu à rencontrer une certaine milice, pour ne pas dire des chefs, des mercenaires
pour les mettre en mouvement et leur demander de se mettre en action pour pouvoir mettre en place des actions comment on appelle ça, pour pouvoir mettre en place des mouvements d'attaque envers le Niger. Donc, là, lorsqu'on regarde, il y a une volonté de vouloir encercler le Niger et par la suite, maintenant, commencer à frapper. Et donc, je pense que c'est de cela que le Niger s'est rendu compte et lui aussi, il essaie de prendre le pas sur la France, comment on appelle ça, en Algérie, pour pouvoir aussi se positionner pour éviter d'être encerclé. Et donc, lorsqu'on regarde aussi, on voit bien qu'aujourd'hui, je crois, oui, et depuis hier, on a le ministre des Affaires, le ministre de l'Intérieur, voilà, Nunes, qui est en Algérie pour aborder aussi des questions assez sensibles, notamment la question euh, des, des OQTF qui est pour l'Algérie et la France une question assez sensible. Donc, qu'est-ce que la France sera prête, je veux dire, à céder pour pouvoir avoir un partenariat avec l'Algérie pour, dans ce sens-là, pouvoir déstabiliser? Je ne dis pas que c'est ce qui se fait, mais en tout cas, c'est ce que ça laisse entrevoir. Donc, en tout cas, l'avenir nous le dira. Et pour l'instant, on essaie de regarder les mouvements et voilà, faire des analyses. Merci, Jean. Beaucoup de points ont été évoqués parmi vous lors de vos premières prises de parole. J'ai noté en tout cas pas mal. Abdou parlait de. Vous avez évoqué avec Jean aussi la question de la reconnaissance de la marocanité du Sahara. Et on sait qu'il y a quelque temps, le Maroc aussi regardait beaucoup vers l'AES. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sahel est aujourd'hui l'autre terrain de bataille entre le Maroc et l'Algérie? Et est-ce que l'Algérie prend le pas, je dirais, avec cette visite du président Tchani, qui, je le rappelle, qui arrive, hein, bon, pour moi c'est très important, qui arrive, en tout cas en vertu de son boubou, en président, quoi, concrètement. C'est la première visite, si je ne me trompe pas, qu'il arrive dans un pays en vertu de boubou. Moi, je dirais plutôt que c'est l'Algérie qui est en train de se rattraper, parce que le Maroc, quand même, s'est longtemps imposé à travers notamment les domaines de la banque et des nouvelles technologies. Quand on a parlé souvent de diplomatie économique, et surtout, il l'a rappelé tout à l'heure, notamment par rapport à la question du Sahara, avec éventuellement la position très claire de la France à ce niveau, l'Algérie a plutôt saisi cette opportunité pour un peu de se rattraper, se positionner, je crois, sur cette question. C'est plutôt un rattrapage. Et malheureusement... Donc ils sont très en retard encore. Heureusement, oui, le Sahara est le théâtre de rivalité, de puissance. Et Brima, sur la perception qu'on a en étant voisin de l'AES, votre pays, par exemple, ce que j'ai pu lire chez nos confrères de l'AFP, il y a un diplomate qui disait que le Niger est libre d'avoir des relations avec qui il veut, pourvu que ça ne nuise pas aux intérêts de la Confédération. On nous dit aussi qu'un conseiller du président estime, il réclame plutôt des éclaircissements, il estime que le Mali aurait dû être informé et connaître les raisons de ce déplacement. Bon, il y a quelque chose qui se passe au sein, un petit malaise quand même, lorsqu'on découvre ces images. Oui, alors, je peux le comprendre, hein, parce que quand on sait qu'effectivement, l'AES est bâti sur 3 piliers, donc les 3D, comme on dit, défense, diplomatie, développement. Donc la diplomatie, c'est un des axes majeurs de l'AES, donc ce n'est pas à négliger. Mais j'aurais plutôt tendance à être de la première analyse en disant que le Niger est libre d'avoir des relations diplomatiques avec l'Algérie, pourvu que cela ne nuise pas au Mali. Parce que c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Parce que là où on fait des comparaisons, c'est quoi? C'est qu'il y en a qui disent que bon, le Mali traite donc l'Algérie étant comme une base arrière des forces terroristes, etc. Mais sauf que les reproches qu'on fait à l'Algérie, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand on reproche à l'Algérie d'héberger quelqu'un comme Imam Dicko, par exemple, Imam Dicko n'a pas le même profil que Tchani. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes objectifs, c'est pas le même... Et surtout qu'on est pour l'instant dans le cadre d'une confédération où chacun des pays conserve quand même leur souveraineté. Donc si le Niger estime, et surtout que même si on s'inscrit dans le cadre de la doctrine diplomatique de l'AES, qui est aussi bâtie sur trois principes, hein, c'est-à-dire que le respect de la souveraineté, le respect des stratégiques et la prise en compte des intérêts, si le Niger estime que ces 3 principes sont respectés par l'Algérie et que par conséquent il peut collaborer avec eux, je ne vois pas d'inconvénient. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut quand même essayer d'être pragmatique parce que, rappelez-vous, le Mali, à un moment donné, a eu aussi des tensions avec la Côte d'Ivoire, par exemple. On a eu l'épisode des 49 militaires, etc. Mais cela n'a pas empêché que des marchandises maliennes transitent par le port d'Abidjan. Je veux vous rappeler même qu'à ce moment-là, avec cette crise des carburants, il y a des camions citernes qui passent toujours par Abidjan pour aller au Mali. Donc, à un moment donné, je pense que les États
ne sont pas des coépouses. Les États peuvent s'effacer, mais encore une fois, il y a des dynamiques qui changent au gré des intérêts et cela est tout à fait compréhensible. Mais encore une fois, tant que cela respecte justement le cadre du principe de la diplomatie au sein des États du Sahel. Jean-Bel. Non, complètement. Il faut situer cette histoire dans son contexte. Vraiment, c'est important. La première, les relations entre le Niger et l'Algérie datent de presque 4 ans après son accession à l'indépendance. Et la première commission mixte qui va siéger d'ailleurs selon Alger après le Ramadan, même les travaux du gazoduc, là c'est 10 jours après le Ramadan. Donc cette première commission a siégé pratiquement en 71. Et donc c'est des relations anciennes. Ces deux pays se connaissent, les deux peuples sont imbriqués. C'est vrai que cette zone frontalière est riche. Bon, ce jeu géostratégique, on ne peut pas ne pas l'impliquer dans la réflexion. Mais du côté d'Alger, tout comme du côté de Niamey, c'est les intérêts des deux pays qu'on a mis en avant. Du point de vue économique également, l'ouverture, la réouverture de cette frontière, si c'est pris en compte, ça peut donner une bouffée d'oxygène pour ces populations. Et on ne sait pas si, quelque part, le président Abdrahmane Tchani est négociateur dit ou pas désigné par l'AES dans cette crise avec les autres pays, et surtout avec Bamako, sachant que jusque-là, par rapport à Alger, il y a également cet épisode de 35 migrants qui ont été renvoyés vers le territoire nigérien au courant de l'année précédente. Donc cet épisode-là, on ne le dit pas assez. L'incident du drone est certainement une réaction politique par rapport à la doctrine au sein de l'AES, mais ce geste également est inamical de la part d'Alger de renvoyer des frères africains vers le territoire nigérien. Pour rester sur la question de médiation, je trouve ça assez intéressant. Est-ce que le président Tchani peut être ce trait d'union entre Alger et Bamako? Trait d'union entre Alger et Bamako. Aujourd'hui, l'AES est dirigé quand même par le capitaine Ibrahim Traoré. Il part, il rentre, mais Bamako n'a rien dit pour le moment. Il faut rester prudent. C'est vrai que les négociations, les lignes bougent. C'est à l'avantage de Tchani de pouvoir parler à ces deux pays, mais dans quelles conditions? Et également, ça, il faut rester prudent. Alors, dans mes souvenirs, je pense que, vous me direz si je me trompe, mais ce n'est pas la première fois que le Niger aussi, dans la Confédération, est un peu indexé sur, je n'avais pas de pragmatique, mais diplomatique. Il était aussi, je crois que le Premier ministre nigérien était à Abidjan. Oui. Aussi, et ça avait été vivement critiqué. Donc, j'ai l'impression qu'on passe toujours par le Niger pour essayer de diviser un peu l'AES. Jean-Yves, on l'a perdu. Bon, honnêtement, je crois surtout par rapport à la question qui a été posée, je crois fortement que le Niger va être justement ce trait d'union et heureusement ou malheureusement, en tout cas, ancrer davantage sa position au sein de l'AES aussi. Parce que quel que soit Alpha, la visite aura des impacts sur les pays de l'AES, sur le plan sécuritaire, lutte contre le terrorisme, notamment le renseignement, sur le plan économique aussi. Je crois qu'il partage désormais l'espace économique de l'AES et surtout avec leurs dernières initiatives, mise en place d'une banque, et ainsi de suite. Donc, quel que soit Alpha, cette visite aura des impacts sur l'ensemble des pays de l'AES. Et si on nous dit que le général, le capitaine Traoré a reçu le ministre du pétrole algérien, je crois que c'est une question de temps, mais naturellement, voilà. Le Mali reviendra dans la négociation. Donc je crois honnêtement, ça pourrait être analysé comme une main tendue aussi de l'Algérie. Alors, le Mali reviendra dans la négociation, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, la visite peut avoir un impact à une seule condition. Si, effectivement, à l'issue de cette visite, l'Algérie parvient à infléchir sur sa position vis-à-vis du Mali, parce que c'est aussi ça, on ne parle pas de ça. C'est-à-dire que le Mali ne demande pas de la mer à boire. Hein. Le Mali demande simplement que l'Algérie respecte désormais sa souveraineté qui consiste à dialoguer entre Maliens. Et que désormais, le processus de paix qui avait été conduit en Algérie n'est plus d'actualité. Donc, si l'Algérie se dit désormais qu'elle accepte ce principe-là, et à mon avis, ce n'est pas demander grand-chose en fait. Hein. Si l'Algérie respecte ce principe-là, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, je n'ai pas l'impression que les États ont vocation à rester fâchés tout le temps. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que si l'Algérie parvient à infléchir sa position sur ça, deuxièmement,
si par rapport à la présence de l'imam Dicko, d'opposants maliens, donc au-delà même de l'imam Dicko, il y a aussi d'autres anciens chefs FLA effectivement qui résident en Algérie. À ce niveau-là, effectivement, s'il y a des changements par rapport à cela, pourquoi pas? Parce que je ne pense pas qu'on est dans une dynamique qui consiste à dire que l'Algérie et le Mali ne vont plus jamais réunir des contacts ou alors ne vont plus jamais aller sur des relations diplomatiques. Peut-être à ce niveau-là, mais est-ce que cela peut se passer dans un contexte immédiat? Je n'en suis pas sûr. Parce que je pense que ce que cherche à faire l'Algérie aussi, dans ce cas, peut-être que, effectivement, bon, là pour l'instant, on parle beaucoup plus du Niger, mais peut-être que l'Algérie aussi est dans une tentative de diviser pour mieux régner. Donc à ce niveau-là, il faut peut-être prendre garde à ce niveau-là. Et c'est là où les autres États de l'AES doivent être assez vigilants, effectivement, de ne pas entrer dans ce jeu-là. Parce qu'au-delà, effectivement, même de l'AES, il y a aussi d'autres enjeux. On en a parlé en première partie, c'est-à-dire que la question des Sahara occidental, tout ça. Donc l'Algérie cherche à se repositionner. Mais je pense qu'à ce niveau, il faut quand même être vigilant. Donc maintenant, dire que la visite de Tchani au Niger aura un impact immédiat au Mali, je n'en suis pas sûr. Jean-Yves. Oui. Oui, on vous entend. Oui, on vous entend, on vous entend. On va prendre Chambel en attendant. Oui, non, moi je vais un peu plus loin en indiquant quand même que ces sujets-là, l'aspect économique est assez important. Et donc vous vous rappelez que c'est la société Sonatrach qui a été désignée par les autorités algériennes pour conduire les travaux du gazoduc. Et c'est la même société en 2004-2006, si je ne m'abuse, si ma mémoire ne me lâche pas, qui avait signé avec les Italiens les recherches poussées pétrolières dans le nord du Mali. Et ça, cet aspect-là, on l'évoque rarement, on en parle presque très peu. Et j'estime que les autorités de Bamako aujourd'hui mettent beaucoup plus en avant cette triptitude à laquelle le Mali s'est engagé à mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation, à privilégier la diversification des partenaires et surtout, il tient à sa souveraineté parce que la pomme de discorde, on le rappelait tantôt, c'est venu par l'incident de ce drone-là. Et ce drone visait des groupes irrédentistes qui sont partis de Tenzawate en Algérie pour le territoire malien, qui ont fait une réunion. Ce n'était pas la première. Il y a une frappe précédente de ce groupe-là qui a décapité pratiquement le mouvement. Ils ont réédité la même initiative. Et Bamako a réagi et dans son droit de respecter, de faire respecter sa souveraineté. Et je crois que les différents accords qui sont aussi, l'Algérie qui décrit d'ailleurs cet accord-là, les accords qui ont été signés depuis 1990, l'accord de Tamlasset en passant par celui d'Alger et les différents accords, ont constitué à démilitariser une zone qui a été un champ libre pour GSPC, toutes ces forces, et puis tous ces groupes irrédentistes, ces groupes terroristes ont pour chef des Algériens. Et ça, laissez-moi voir, on ne peut pas être frère d'un pays, héberger des ennemis contre son pays, on ne peut pas être ami à un pays, héberger un chef politique qui prend la parole, décrit un pays, lâche des mots sur le Mali et qui rien n'y fait pour cela. On ne peut pas être frère d'un pays qui a servi d'arrière-base pour sa lutte contre la souveraineté et s'arrêter pour dire, en même temps, alimenter le terrorisme, entretenir des courants, une situation ambiguë par rapport à ça. Ça, c'est également les faits. Et maintenant, où est-ce que tout cela peut nous conduire? La question est posée. Moi, je reste optimiste. Hein. Après, je peux comprendre leur position. Mais aujourd'hui, aucun des pays de l'AES, à fortiori le Mali quand même, n'a pas intérêt à s'isoler davantage, s'isoler dans le sens où aujourd'hui, il y a... C'est-à-dire quoi? Est-ce que ça dit que l'AES ne peut pas se passer de l'Algérie? C'est un allié utile. C'est un allié utile. Ils partagent la même frontière, quasiment les mêmes enjeux. Donc, je crois que toutes les relations sont bonnes à entretenir, surtout qu'ils ont des enjeux quand même extrêmement importants du point de vue sécuritaire d'abord, économique ensuite. Le Mali, l'AES peut se passer peut-être de l'Algérie, mais je crois qu'ils ont un dessein commun. Du moment où on partage les mêmes frontières, je crois qu'on a un dessein commun, surtout. Ce qui, d'ailleurs, justement, dans le reportage, le président Tebboune le disait, ce qui touche l'AES touche forcément l'Algérie. Et je crois que si l'Algérie aussi
veut renouer le dialogue avec le Niger, c'est avoir aussi une certaine caution, surtout par rapport à ce Sahara, la lutte contre le terrorisme. Il y a une certaine garantie, une certaine caution du point de vue sécuritaire qu'ils veulent assurer aussi. Donc, le dialogue n'est pas définitivement rompu et je reste convaincu, je reste optimiste que la visite de Tchani peut être le début de quelque chose. Donc Tchani peut être véritablement un médiateur et être le lien qui va peut-être refaire partir en tout cas les discussions pour de nouvelles relations diplomatiques entre le Mali et l'Algérie. En tout cas, cette visite a une connotation très économique et aussi, je dirais, une bouffée d'oxygène pour le capitaine, pardon, pour le général, autant pour moi, Tchani, qui est vivement critiqué aussi pour sa gestion dans son pays, n'est-ce pas, messieurs? Oui, non, mais c'est très clair parce que, en fait, rappelez-vous, j'ai l'impression qu'au Niger, il y a une particularité qui fait que c'est un pouvoir qui a été mis sous pression dès les premières heures. C'est-à-dire qu'avec la menace d'intervention militaire de la CEDEAO, et donc qui a certainement passé beaucoup plus de temps à se sécuriser déjà en tant que régime. Voilà, en tant que tel, et qui, d'ailleurs, on l'a vu dans l'interview Fleuve qu'il a donné de 5 heures de temps, donc à la télévision nigérienne, que les Nigériens commencent maintenant à se poser des questions sur les aspects économiques, donc les retombées économiques, et surtout avec les discours qui consistent à dire que le Niger a la pleine souveraineté désormais de ses ressources naturelles, donc du pétrole, du gaz, etc. Donc les citoyens lambda se posent la question sur les retombées, les dividendes économiques. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a peut-être un revirement stratégique qui consiste à sortir du tout militaire et de la sécurisation pure et dure donc, du pouvoir, etc., et d'aller sur d'autres aspects qui peuvent avoir des retombées économiques. Et c'est en cela qu'il faut comprendre, à mon avis, la démarche du président Tchani. Parce que, rappelez-vous, je pense qu'un Niger fort, c'est aussi une AES forte. C'est aussi ça, c'est-à-dire que chacun des États, s'ils peuvent se consolider déjà de façon individuelle, je pense que ça ne peut que renforcer de façon collective. Et c'est en cela qu'il faut peut-être essayer de comprendre les démarches qui peuvent être entreprises ça et là. Parce que, justement, pourquoi ça fait autant de bruit? Parce qu'on sait que l'AES est attendu au tournoi sur pas mal de sujets, mais à un moment donné, il appartient justement aux dirigeants d'être assez pragmatiques et de mettre en avant les intérêts de leur pays. Et on va revenir sur cette interview, c'est le sujet de notre deuxième partie, une interview au sein de laquelle il multiplie des critiques à l'encontre de la France. Jean-Yves, est-ce que vous nous entendez finalement? Oui, c'est bon. Voilà, et donc lors de cette interview, il est revenu sur la récente attaque contre l'aéroport revendiquée par l'État islamique. Selon lui, ce n'était pas le groupe État islamique dans le Grand Sahel, ce n'est pas le JNIM, c'était un conglomérat de mercenaires que les Français ont financé. Il dit, nous connaissons le montant du financement, l'objectif était de détruire tout ce que nous avons comme capacité aérienne. Comment vous avez réagi aux propos quand même assez forts du président nigérien? Bon, moi, je pense que ce sont des propos qui font suite à quelques éléments de preuve qu'ils ont. Hein. Donc, pour moi, un chef d'État qui tient ce genre de propos-là, c'est qu'il a les, comme j'aime à le dire, il a les preuves de ses dires. Et donc, je pense que durant aussi cette interview-là, il a même ébauché pas mal de preuves. Moi, ce ne sont pas des preuves c'est-à-dire vraiment claires, mais il a donné quelques détails qui montre quand même qu'il y a eu quelques implications. Il est même revenu sur cette implication du Bénin, de la Côte d'Ivoire, pas trop, mais il est vraiment revenu sur l'implication du Bénin et de la France avec Talon et puis et le président Macron. Il a même donné beaucoup de détails en ce qui concerne quelques financements. Je crois qu'il y avait le financement des 90 millions qui avait été envoyé par le président Talon. Et voilà, et même aussi avec la France, comme je le disais dans ma première intervention, avec la France qui en ce moment, selon les dits du général Tiani, est en train d'activer des cellules, pour ne pas dire des mercenaires, dans des États voisins, notamment au Nigeria, au Bénin, et voilà, donc, et aussi au Tchad avec la présence aussi, je l'ai même dit dans ma première prise de parole, avec la présence de Moussa Kounaï, qui est un pro, je dirais un pro Bazoum, donc pro France, et puis qui mène des actions de sabotage. Donc, il a énoncé tout ça, il est revenu là-dessus. Et aussi, il a parlé comment on appelle ça, de ces différents États là aussi, qui par moment
je vais dire, ne joue pas. On l'a perdu en espérant le retrouver. Euh, Est-ce que la France veut réellement déstabiliser le Niger, messieurs? C'est toute la question aujourd'hui qu'il faut se poser. Alors, effectivement, pour revenir à ce discours de Tchani, il fait ce qu'on appelle une analyse des discours, des arguments ad personam. Ça, c'est assez particulier, et surtout, c'est un chef d'État, c'est-à-dire que des accusations personnelles, donc, où il nomme justement c'est à qui il s'adresse. Donc ça, c'est assez particulier. Effectivement, on a souvent été coutume des allusions, des implicites lorsque les chefs d'État parlent, mais lui, il a cette particularité d'indexer clairement. Donc effectivement, ça peut vouloir dire que bon, il sait de quoi il parle, peut-être qu'il a des preuves à ce niveau-là, mais ce qui alimente d'ailleurs cette suspicion du Niger vers la France, c'est que lorsque la CEDEAO avait menacé d'intervenir militairement, il est apparu que bon, ce serait peut-être une décision qui avait été pilotée par d'autres puissances extérieures, dont peut-être la France. Je pense que c'est à ce niveau-là que, et d'ailleurs, quand vous avez remarqué, même avec la visite lors de son intervention avec le président Tebboune de l'Algérie, il fait référence justement à cet épisode en remerciant l'Algérie de ne pas avoir ouvert son espace aérien pour une éventuelle intervention. Je pense que c'est peut-être un épisode qui l'a vraiment marqué, hein, parce qu'il en parle tout le temps, à toutes les occasions. Bon, maintenant, est-ce que la France a intérêt à le faire? Bon, connaissant les liens ou alors les relations étroites entre la France et le président dessus, donc Bazoum, on pourrait quand même dire qu'il n'était pas dans l'intérêt clairement de la France qu'il y ait ce coup d'État contre Bazoum. Ça, je pense que ça, c'est assez clair. Maintenant, de là à dire est-ce qu'ils veulent constamment renverser, je pense que bon, peut-être que bon, d'autres voix plus autorisées pourraient en parler, mais je pense que c'est quand même cet épisode-là de l'éventuelle intervention militaire de la CEDEAO, donc qui serait justement pilotée par la France. C'est un traumatisme aujourd'hui. Voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est un traumatisme. Parce que là, on est quoi, presque 3 ans, mais il continue à en parler comme si c'était hier. On va plus loin. Lorsque son bras droit appelle la population à se préparer à une guerre avec la France, il a toujours un accusant pareil de vouloir déstabiliser le Niger. Bon, vous qui êtes un doctorant en analyse du discours, quel est le sens de cet appel patriotique? Oui, alors oui, effectivement, c'est vrai que bon, c'est un discours assez alarmiste, hein, c'est-à-dire que surtout lorsqu'il demande à la population de se préparer. Mais je pense que bon, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que on comprend clairement que bon, c'est pas non plus déjà, il ne lui appartient pas de déclarer la guerre. Et ça, on appelle ça la performativité du discours, c'est-à-dire que ce n'est pas lui donc, qui a ce pouvoir-là, donc il ne peut pas, à travers ce discours, produire un acte qui conduirait le Niger à entrer en guerre avec la France. Mais bon, c'est quand même un discours qui est assez belliqueux, on peut dire, mais à mon avis, qui consiste peut-être à mettre la pression et surtout que on sait que bon, avec l'attaque comment on appelle, de l'aéroport là, la France avait été indexée. C'est aussi une façon de mettre un peu la pression sur ces pays-là, et peut-être pour éviter d'autres attaques. Mais je ne pense pas qu'il s'agit d'un acte de guerre en tant que tel. Déclaration qui a été démentie par l'armée française qui dénonce, je cite, une opération de désinformation. Chambel. Oui, la France résiste, mais ce qui est sûr, certain, c'est qu'il y a quand même un cabinet qui travaille vraiment à ce que Bazoum soit libre. Et ce cabinet-là a monté à l'offensive plusieurs fois. Il va être écouté à l'Élysée jusqu'où? La question se pose. Mais il faut aussi comprendre dans la position du Niger que cet État dépendait beaucoup de l'aide des organisations internationales, des organisations de la communauté internationale, en un mot. Donc pour se détacher de ça et pouvoir remplacer cette aide-là et monter économiquement, la question se pose. La question se pose, et surtout que le pipeline qui sortait vers le Bénin est aujourd'hui en arrêt pratiquement. Donc il faut trouver un moyen de supplanter tout cela. Mais en tout cas, le discours de Tchani rompt avec les coutumes diplomatiques en vigueur par rapport à l'indexation de la France. Et c'est constant dans son discours. Et j'ose imaginer qu'un président ne va pas s'aventurer dans ces accusations sans preuve à l'appui. Le rapprochement avec l'Algérie aussi, qui est l'ennemi éternel de la France. Et c'est le contraire
qui peut-être peut nous rassurer et qui est une pause dans les relations franco-algériennes. Donc ce rapprochement également, il n'est pas exclu aussi que Paris lorgne dans la même direction que Alger par rapport au Sahel, parce qu'on peut être ennemi fondamentalement, mais être ami quelque part par rapport à une question d'actualité. Les Américains aussi sont là, et les Américains qui parlent à Bamako ne sont pas bien vus à Niamey ou à Ouaga, et vice-versa, ainsi de suite. Donc, il y a des enjeux géostratégiques et géopolitiques qui dépassent cette zone-là. Le Sahel, l'AES devient une attraction aujourd'hui, une réalité avec laquelle il faut compter. Il faut compter, et je crois que les chefs d'État de l'AES en sont conscients. Et le président, le capitaine Ibrahim Traoré le rappelait avec ce printemps noir qu'il a annoncé, et lui-même, il essaie de sortir de leur giron, tout comme l'hiver noir, bien sûr. Je sais pas, Brahima parlait tout à l'heure de la capacité à personnaliser le discours chez le général Ibrahim. Abdourahmane Tchani aussi. Promu, peut-être Ibrahim. Ça me fait penser à ce rapport qu'il a avec le président Macron. Et je vous ai toujours posé cette question lorsqu'on faisait des émissions sur l'AES. Est-ce que c'est Macron le problème concrètement au sein de l'AES? Est-ce que le départ de Macron après les élections pourrait faciliter le retour de la France au sein du Sahel? Oui, alors, comme je l'ai dit, en fait, les relations internationales ou diplomatiques bilatérales entre les États ont ceci de particulier qu'elles ne sont jamais statiques. Ce n'est pas une science exacte, ça peut changer au gré de dynamiques politiques qui seraient en cours. Effectivement, moi, je ne serais pas étonné qu'avec la prochaine élection présidentielle en France, tout va dépendre de qui va remporter la présidentielle, quelle posture va-t-il adopter vis-à-vis des États du Sahel. Je pense que tout va dépendre de cela. Parce que si jamais, encore une fois, il y a un respect de trois principes qui guident désormais l'action publique au sein de ces États, je pense qu'il n'est pas exclu effectivement qu'on aille vers un réchauffement des relations diplomatiques. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas exclu. Pourquoi Macron, on l'indexe particulièrement, c'est qu'il a une certaine rhétorique peut-être un peu plus, et qui ne passe plus en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément au sein des États de l'AES, ça se vit un peu à plusieurs occasions. Donc je pense qu'à ce niveau-là, effectivement, il n'est pas exclu qu'il y ait un changement si jamais il y a ce changement à la tête de la France, donc au sein de la diplomatie, donc à ce niveau-là. Et on voit aussi, il y a comment, même quand on va, bon après, je suis bien placé pour le savoir, quand on est dans l'opposition, les discours qu'on tient, mais en fait, quand on se réfère aussi au discours des différentes personnalités politiques françaises du moment, on voit clairement que la France a très bien compris qu'il faut changer de méthode et il faut changer de cap. Abdou. Alors, moi, je crois qu'il faut être toujours dans la modération et il ne faudrait jamais qu'il y ait de rupture de dialogue. Parce que, comme il l'a dit, les adversaires d'aujourd'hui peuvent être les alliés de demain et vice-versa. Et je crois que d'ici quelques mois, 2027, il peut y avoir un changement. Au niveau aussi de l'AES, il peut y avoir des bouleversements. Parce que n'oublions pas que c'est des régimes militaires, c'est assez fragile. Ajoutez à cela le terrorisme qui gagne du terrain. Donc, le fait de vouloir s'orienter vers aujourd'hui l'Algérie, peut-être vers la Turquie, vers la Russie en soi, est une manière aussi de dire à la France il y a une alternative. Mais quelles que soient les divergences de fond, je crois, surtout par rapport au Bénin, d'autres pays africains, il ne faudrait jamais qu'il y ait rupture de dialogue. Donc, il y a des discours où certaines preuves n'appartiennent véritablement qu'à Tchani de les apporter, mais on ne saurait jamais avec certitude dire que c'est vrai ou pas, mais ce qui est constant, il y a une perte de vitesse de la France au niveau de l'Afrique en général et au niveau du Sahel en particulier. Donc, se retourner aussi vers d'autres alternatives, je crois que c'est une très très bonne stratégie au niveau de l'AES. Mais moi, je suis pour la modération du discours et surtout maintenir le dialogue, quels que soient les aléas, les divergences du moment. Non, je vais donner la parole à Jean-Yves qu'on a retrouvé. Est-ce qu'on a Jean-Yves, tu nous entends? Oui, là c'est bon. Vous êtes au Niger, j'ai l'impression. Je la connais. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. Donc, la question, c'était quoi, s'il te plaît, Khalil? À votre question que j'avais posée, non, c'était votre réaction au propos du général Tchani qui accusait Paris de vouloir déstabiliser le Niger. Oui, donc je disais que effectivement, lorsqu'on regarde depuis les éléments de preuve qu'il a fournis, en fait, la France était à tous les niveaux
il citait la France à tous les niveaux, hein. C'est-à-dire au niveau du Bénin, il a dit que c'était la France qui était derrière. Au niveau du Nigeria, il a dit que c'était la France et que la France aussi manigançait au niveau du Tchad. Et voilà, donc pour lui, c'est la France qui est derrière toutes ces manœuvres-là. Et donc, le fait de pouvoir citer la France et principalement le président Macron, et moi, ça ne m'a pas étonné parce qu'en fait, dans la suite aussi, il dit que le président Macron avait fait la promesse, peut-être dans son cercle restreint, il a fait la promesse d'avoir la tête de Tiani avant son départ. Donc, quelque part, je pense que c'est justement pour répondre aussi à la question que j'ai cru entendre, une question que tu avais posée tout à l'heure, c'était de savoir est-ce que le fait de changer, est-ce qu'avec le départ de Macron en 2027, est-ce que ça va apaiser la situation? Ben, je pense que aussi, peut-être c'est l'idée qu'on a tendance à se faire, mais vu qu'on est, bon, peut-être de notre œil d'observateur, vu qu'on n'a pas l'appareil étatique français en main, donc on ne sait pas comment les choses se passent à l'intérieur. Mais généralement, ce que moi j'ai pu observer, c'est que même lorsque les chefs d'État changent, je pense que la posture reste la même. Et donc aujourd'hui, même avec le départ de Macron, est-ce qu'on pourra peut-être, peut-être dans les départs, il y aura peut-être un apaisement des tensions, mais ça va peut-être reprendre à la suite avec le temps. Voilà. Et pour corroborer vos propos, vous avez la parole, pardon, mais même quand on lit la presse française, hein, c'est la dynamique impulsée par le président Macron qui est suivie. Donc même je dirais la force politique suit le même rythme. Donc c'est pour ça que même je crains aussi que les choses puissent changer. Allez, j'arrive. Voilà. Et donc, pour terminer, je pense que là, j'ai perdu le fil. Désolé, non, en fait, pendant que vous parliez, j'ai eu cette idée, parce que pas plus tard qu'hier, dans le Figaro, il y a un papier qui mettait en avant le fait que la Russie recrutait des gens comme des chairs à canon en Ukraine. Donc il y a aussi je dirais, cette bataille informationnelle, sachant que la Russie a sorti une information du genre que Paris, le président Macron, comme j'avais l'a dit, avait mis en place un processus pour éliminer les trois Voilà, militaires. effectivement, c'est à ça que je voulais en venir. Donc, dans l'idée, d'après ce que certains observateurs aussi, et puis les propos du président, du général Tiani m'ont permis de comprendre, c'est que, d'après ce qu'il disait, c'est que la France veut créer un effet domino, c'est-à-dire à partir du Niger, prendre pied sur le Sahara et puis à partir du Niger, créer cet effet domino-là pour éliminer maintenant, pour enlever ces trois dirigeants qu'ils considèrent voilà, selon eux, d'illégitimes. Donc, ce rapprochement, pour moi, ce rapprochement avec l'Algérie, c'est un rapprochement qui, au niveau de l'AES, doit s'entendre, doit se comprendre. Et pour moi, c'est un rapprochement, en tout cas, à encourager pour ne pas que cette option-là puisse aboutir. On va terminer avec un pays que vous avez beaucoup cité durant cette émission, c'est le Tchad. On nous annonçait un retour, une entrée au sein de l'AES. Bon, on a vu le président être accueilli à l'Élysée. Qu'est-ce qui s'est passé avec N'Djamena finalement? Avec N'Djamena, la visite du président Maître Déby à Paris semble relancée, en tout cas, mais c'est le même qui avait été adoubé à la mort de son père par Macron, qui est parti à son investiture. C'est justement un des reproches que les États de l'AES font à l'endroit de Paris, ces 2 poids, 2 mesures, ces 2 discours. En réalité, c'est la politique, c'est cette condescendance qui est de Paris qui ne passe pas au Sahel. C'est une génération maintenant qui a changé et ils sont décomplexés, tout comme Macron le dit à Paris. Ces jeunes qui sont aux affaires n'ont pas bougé. Peut-être qu'ils ne sont jamais venus à Paris. Ils ne savent pas de quoi, quelles sont les couleurs des sensibilités. Non, sérieusement, ils mettent en avant, ils défendent l'intérêt de leur pays. C'est pareil un peu partout. Et c'est une dynamique à laquelle Paris doit être conscient. Elle peut continuer sa rivalité avec la Russie, avec ailleurs. Mais en Afrique, au sud du Sahara, il faut comprendre qu'on est à une étape de revision des positionnements et des stratégies. Paris fait 2 écrans. Au Cap-Vert, ils y sont. Parce qu'avant de recevoir le président Déby, il a reçu le Premier ministre capverdien. Le Premier ministre capverdien. Qu'est-ce que ça veut dire? Vers les pays anglo-saxons, il y a un rideau qui entoure ces pays-là. Et toute
à fait dans leur devoir. Et Tchani nomme les choses de manière moins diplomatique. Les autres n'en parlent pas. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas plus vigilants, ils n'entendent pas, ils ne voient pas toute cette stratégie qui se fait autour des États du Sahel, qui est également le ton de la diplomatie et de l'évolution des plaques géopolitiques et diplomatiques dans cette sous-région. Et il s'apprête à recevoir la semaine prochaine le président malgache. Bon, encore, c'est ce que vous avez dit. Ce qui corrobore d'ailleurs effectivement avec les propos tenus par Tchambel, effectivement. C'est vrai que ces 2 poids 2 mesures avaient été soulignées en avril 2021 à la suite de l'assassinat du président Déby lorsque son fils a succédé de façon anticonstitutionnelle clairement. Mais je crois que ce rapprochement entre la France et le Tchad en ce moment-là, c'est un rapprochement des raisons. Et je m'explique. Pourquoi des raisons? Déjà pour le Tchad, je crois que le Tchad doit beaucoup à la France, qui est les autres États de l'AES par exemple. C'est-à-dire qu'on se rappelle en 2008, NITT, l'armée française, les colonnes qui descendaient vers N'Djamena allaient déloger déjà le père du président actuel, donc le président Idriss Déby. Et justement, n'eût été l'adoubement de la France aussi. Hein, on sait le contexte dans lequel Maman Déby est arrivé au pouvoir. On sait que voilà, les rebelles avaient encore une bonne partie du territoire, donc, notamment au nord. Donc je pense que d'une certaine manière, les Tchad, ou alors les régimes tchadiens doivent beaucoup à la France à ce niveau-là. Donc un rapprochement à ce niveau, ça se comprend. Des raisons pour la France aussi. Pourquoi? Parce qu'elle perd justement la main dans le Sahel. Donc à part le Tchad, pardon, était le seul pays où ils avaient encore une certaine influence, tout ça. Donc je pense que c'est d'ailleurs pour conserver justement l'influence dans ces pays qui est bon. Par raison, ils se sont avisés en disant, peut-être en reprenant contact à cela. Mais ce que cela augure aussi, je pense que si on parlait d'une éventuelle adhésion du Tchad au l'AES, je pense qu'on s'éloigne. Hein. C'est-à-dire qu'avec ces rapprochements entre le Tchad et la France, ça n'aide pas justement. Et surtout que la France, attention, n'est pas totalement partie du Sahel parce qu'il y a la question du Tchad, mais on oublie un pays, c'est la Mauritanie. Le président est attendu aussi en visite d'État très prochainement à Paris. Donc il y a tous les moyens, comme disait Jean-Yves, pour essayer de rester un peu aux alentours. Alors, il faut dire qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a que des intérêts, et surtout des intérêts du moment. Les pays de l'AES ne feront jamais de cadeaux à la France. La France ne fera jamais de cadeaux à ces pays. Et je reviens sur un débat constant, une position constante, l'unité. L'AES est parti, ce n'est plus un débat. Mais au moins, il faut en tenir les très bonnes relations. Il faut souder, je parle de l'Afrique. Et c'est dommage. Aujourd'hui, forcément, un pays comme le Maroc, qui est très influent au Sahara, l'Algérie va aussi s'imposer au niveau du Sahara, mais de la bande des 3 frontières. La France, qui essaie aussi de son côté de diviser. De l'autre côté, la Russie, à quand vraiment cette Afrique unie, prospère. Malheureusement, aujourd'hui, si on se dit que le Tchad, qui un moment était pressenti pour intégrer l'AES, finalement s'éloigne. Le Bénin, qui offrait son port, maintenant se trouve en difficulté avec. Je crois que, au risque de décevoir beaucoup de téléspectateurs, et surtout ceux qui sont sur le plateau, c'est ma conviction, la seule alternative qui vaille, c'est l'unité des États. Mais on est bien loin de ça, Abdou. On est très bien loin, mais au moins sur des dynamiques comme, je le rappelle souvent, économiquement parlant, militairement parlant, mais avec ces scénarios, avec tout ce qui vient d'être posé sur la table. La confiance est rompue, je dirais, entre les États. Mais honnêtement, elle est où la solution? Quelle sera l'alternative? On fondait beaucoup d'espoir, certains en tout cas fondaient beaucoup d'espoir sur le Sahel, son organisation, notamment à travers ces 3 piliers. Aujourd'hui, le débat, c'est quoi? La visite du Niger en Algérie. Moi, je suis étonné si officiellement le Niger n'a pas pris le soin de prévenir, d'échanger avec ses alliés du Mali et du Burkina. C'est assez curieux. Mais rien ne prouve le contraire non plus. Rien ne prouve, c'est une info de l'AFP, mais ce n'est pas parole d'évangile. C'est pourquoi j'ai dit que ce serait curieux si c'est le cas. Et je crois qu'il a pris quand même les précautions pour le faire. Ouais. Donc, pour revenir vraiment à la question, à cet éternel débat,
ce n'est malheureusement pas pour demain, la veille. On reviendra ici, débattre encore d'alliance, de contre-alliance. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça le sens de la diplomatie de l'AES. Jean, il faut terminer. Oui. En fait, il y a mon frère sur le plateau qui a dit donc, que le rapprochement du Tchad avec la France était une reconnaissance. Ben, moi, en tout cas, moi, je suis très, très loin de ça parce que cette reconnaissance, il aurait pu l'apporter il y a de cela 1 an, lorsqu'il tenait des propos, lorsqu'il s'insurgeait des propos que le président Macron avait tenus. Hein. Il disait comme ça que, parce que le président Macron disait... La France n'a pas dit assez merci. On n'a pas dit merci à la France. Les États n'ont pas dit assez merci et lui s'indignait que la France du président Macron était encore dans cette France coloniale là. Voilà, et donc par moment même, il affirmait sa souveraineté et tout, mais cela était dû à quoi? Et c'était dû au fait que à un moment dans la guerre du Soudan, c'est-à-dire dans la guerre du Soudan, parce que cette poursuite-là tient sa source dans la guerre du Soudan. Donc, il y avait les Émirats arabes unis qui avaient apporté un grand financement à Idriss Déby Itno pour pouvoir en fait soutenir en fait le général Hemeti dans cette guerre du Soudan contre le général Al-Bourhan, je crois. Et donc, ils ont soutenu, donc il y avait des centaines de millions d'euros qui avaient été injectés, donc voilà, pour que le Tchad puisse soutenir cette force paramilitaire-là. Et donc, il a fait pendant plusieurs temps. Et il y a eu une dernière offensive du général Hemeti où, en fait, il y a eu quand même pas mal de civils qui sont tombés au Darfour. Et donc, ça fait qu'au niveau de la communauté internationale, il y a eu un levé de bouclier, de bouclier. Et donc, aujourd'hui, ça met à découvert ce soutien que le Tchad a apporté là, au général Hemeti. Et donc, quelque part, il se dit que si jamais, parce qu'aujourd'hui, au Soudan aussi, le vent est en train de tourner d'une façon à ce que c'est-à-dire le général Hemeti, il pourrait potentiellement perdre cette guerre-là. Donc, en fait, il se met dans une poursuite de si jamais il perd la guerre au Soudan, il craint un retour du bâton de la part du Soudan. Et donc, qui dit le Soudan dit aussi au niveau du Qatar, je crois, il y a aussi ce pays-là qui les soutient. Donc, derrière, je pense qu'il n'a plus de soutien, même au niveau de son entourage. Les gens sont un peu dubitatifs du fait qu'il ait soutenu le général Hemeti parce qu'en fait, c'était une alliance, je dirais, contre nature, pour ne pas dire contre familiale. Et donc aujourd'hui, au sein même de son propre cercle, il y a même des velléités de renversement. Donc, lorsqu'il s'est rendu compte de cela, c'est en ce moment-là que maintenant, il revient maintenant auprès de la France pour avoir cette protection-là, pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et donc, derrière aussi la France, le président Macron se sentant blessé parce qu'il a quand même tenu des propos qui ont blessé le président Macron. Mais le président Macron aussi s'allie à lui aujourd'hui parce que derrière, il y a cette volonté-là, selon mon analyse, il y a cette volonté-là de vouloir vraiment faire tomber le Niger et les pays de l'AES. Donc, quand même, on fait un compromis, c'est-à-dire, tu as eu des propos désobligeants envers moi, j'essaie de faire fi de ça parce que derrière, j'ai un objectif qui est de vraiment créer cet effet domino au niveau des pays de l'AES. Donc, voilà un peu, moi, mon analyse. Vous confirmez les intentions, les affirmations du général Tchani et les infos de la presse russe, des services de renseignement. Parce que c'est quand même bizarre, Idriss Déby, il a tenu des propos il y a de cela 1 an, il était même, il est même allé signer des accords avec le Niger, et quelques temps après, c'est son pays qui sert de base arrière de cette rébellion là au niveau de ce mouvement patriotique, voilà, qui essaie de déstabiliser le Niger, donc qui sabote les pipelines et tout. Donc, pour moi, il n'y a pas de. Lui, il est vraiment intéressé, quoi. Lui, il est dans sa posture. Une fois que ses intérêts sont garantis, il peut servir de base arrière pour faire tout ce qu'on veut, moi, je pense. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'avoir essayé de décrypter cette visite d'amitié, de travail du président Tchani à Alger.
une analyse qui nous a conduit à aller un peu plus en profondeur chez nos voisins de l'AES et même du Sahel, qui montre que, comme Abdou le disait, on a tous un destin lié et on espère que l'Afrique restera unie. Merci à Romain Clicquot de MEC à la réalisation et bonne suite de programme sur les antennes de Télé Sud.